Chapitre 38 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 38. Traversée rapide, résolution prudente, caravane, averse continuelle, Gao, le Niger, Goldberry, Geoffroy Gray, Mungo Park, Ling, René Caillé, Clapperton, John et Richard Lander. La journée du 17 mai fut tranquille et exempte de tout incident. Le désert recommençait. Un vent moyen ramenait le Victoria dans le sud-ouest. Il ne déviait ni à droite ni à gauche. Son ombre traçait sur le sable une ligne rigoureusement droite. Avant son départ, le docteur avait renouvelé prudemment sa provision d'eau. Il craignait de ne pouvoir prendre terre sur ces contrées infestées par les Touaregs aouéliminiens. Le plateau, élevé de 1800 pieds au-dessus du niveau de la mer, se déprimait vers le sud. Les voyageurs, ayant coupé la route d'Agadès à Mourzouk, souvent battus par le pied des chameaux, arrivèrent au soir par 16 degrés de latitude et 4 degrés 55 minutes de longitude, après avoir franchi 180 milles d'une longue monotonie. Pendant cette journée, Joe apprêta les dernières pièces de gibier, qui n'avaient reçu qu'une préparation sommaire. Il servit au souper des brochettes de bécassines fort appétissantes. Le vent était bon. Le docteur résolut de continuer sa route pendant une nuit que la lune, presque pleine encore, faisait resplendissante. Le Victoria s'éleva à une hauteur de 500 pieds, et pendant cette traversée nocturne de 60 milles environ, le léger sommeil d'un enfant n'eût même pas été troublé. Le dimanche matin, nouveau changement dans la direction du vent. Il porta vers le nord-ouest. Quelques corbeaux volaient dans les airs et, vers l'horizon, une troupe de vautours qui se tint fort heureusement éloignée. La vue de ces oiseaux amena Joe à complimenter son maître sur son idée des 2 ballons. Où en serions-nous, dit-il, avec une seule enveloppe? Ce second ballon, c'est comme la chaloupe d'un navire. En cas de naufrage, on peut toujours la prendre pour se sauver. Tu as raison, mon ami. Seulement ma chaloupe m'inquiète un peu. Elle ne vaut pas le bâtiment. Que veux-tu dire? Demanda Kennedy. Je veux dire que le nouveau Victoria ne vaut pas l'ancien. Soit que le tissu en ait été trop éprouvé, soit que le gutta-percha se soit fondu à la chaleur du serpentin. Je constate une certaine déperdition de gaz. Ce n'est pas grand-chose jusqu'ici, mais enfin, c'est appréciable. Nous avons une tendance à baisser et pour me maintenir, je suis forcé de donner plus de dilatation à l'hydrogène. Diable, fit Kennedy, je ne vois guère de remède à cela. Il n'y en a pas, mon cher Dick. C'est pourquoi nous ferons bien de nous presser, en évitant même les haltes de nuit. Sommes-nous encore loin de la côte? Demanda Joe. Quelle côte, mon garçon? Savons-nous donc où le hasard nous conduira? Tout ce que je puis te dire, c'est que Tembouctou se trouve encore à 400 milles dans l'ouest. Et quel temps mettrons-nous à y parvenir? Si le vent ne nous écarte pas trop, je compte rencontrer cette ville mardi vers le soir. Alors, fit Joe en indiquant une longue file de bêtes et d'hommes qui serpentaient en plein désert, nous arriverons plus vite que cette caravane. Fergusson et Kennedy se penchèrent et aperçurent une vaste agglomération d'êtres de toute espèce. Il y avait là plus de 150 chameaux, de ceux qui pour 12 mutkals d'or, 120 francs, vont de Tembouctou à Tafilette, avec une charge de 500 livres sur le dos. Tous portaient, sous la queue, un petit sac destiné à recevoir leurs excréments, seul combustible sur lequel on puisse compter dans le désert. Ces chameaux des Touaregs sont de la meilleure espèce, ils peuvent rester de 3 à 7 jours sans boire, et 2 jours sans manger. Leur vitesse est supérieure à celle des chevaux, et ils obéissent avec intelligence à la voix du khabir, le guide de la caravane. On les connaît dans le pays sous le nom de Méharis.
Tels furent les détails donnés par le docteur pendant que ses compagnons considéraient cette multitude d'hommes, de femmes, d'enfants, marchant avec peine sur un sable à demi mouvant, à peine contenu par quelques chardons, des herbes flétries et des buissons chétifs. Le vent effaçait la trace de leurs pas presque instantanément. Joe demanda comment les Arabes parvenaient à se diriger dans le désert et à gagner les puits épars dans cette immense solitude. Les Arabes, répondit Fergusson, ont reçu de la nature un merveilleux instinct pour reconnaître leur route. Là où un Européen serait désorienté, ils n'hésitent jamais. Une pierre insignifiante, un caillou, une touffe d'herbe, la nuance différente des sables leur suffit pour marcher sûrement. Pendant la nuit, ils se guident sur l'étoile polaire. Ils ne font pas plus de 2 milles à l'heure et se reposent pendant les grandes chaleurs de midi. Ainsi, jugez du temps qu'ils mettent à traverser le Sahara, un désert de plus de 900 milles. Mais le Victoria avait déjà disparu aux yeux étonnés des Arabes qui devaient envier sa rapidité. Au soir, il passait par 2° 20' de longitude, le zéro du méridien de Paris, et pendant la nuit, il franchissait encore plus d'1 degré. Le lundi, le temps changea complètement. La pluie se mit à tomber avec une grande violence. Il fallut résister à ce déluge et à l'accroissement de poids dont il chargeait le ballon et la nacelle. Cette perpétuelle averse expliquait les marais et les marécages qui composaient uniquement la surface du pays. La végétation y reparaissait avec les mimosas, les baobabs et les tamarins. Tel était le Sonré, avec ses villages coiffés de toits renversés comme des bonnets arméniens. Il y avait peu de montagnes, mais seulement ce qu'il fallait de collines pour faire des ravins et des réservoirs, que les pintades et les bécassines sillonnaient de leur vol. Çà et là, un torrent impétueux coupait les routes. Les indigènes le traversaient en se cramponnant à une liane tendue d'un arbre à un autre. Les forêts faisaient place aux jungles dans lesquels remuaient alligators, hippopotames et rhinocéros. Nous ne tarderons pas à voir le Niger, dit le docteur. La contrée se métamorphose aux approches des grands fleuves. Ces chemins qui marchent, suivant une juste expression, ont d'abord apporté la végétation avec eux, comme ils apporteront la civilisation plus tard. Ainsi, dans son parcours de 2500 milles, le Niger a semé sur ses bords les plus importantes cités de l'Afrique. Tiens, dit Joe, cela me rappelle l'histoire de ce grand admirateur de la Providence, qu'il a loué du soin qu'elle avait eu de faire passer les fleuves au milieu des grandes villes. À midi, le Victoria passa au-dessus d'une bourgade, d'une réunion de huttes assez misérables, qui fut autrefois une grande capitale. C'est là, dit le docteur, que Barth traversa le Niger à son retour de Tembouctou. Voici ce fleuve fameux dans l'Antiquité, le rival du Nil, auquel la superstition païenne donna une origine céleste. Comme lui, il préoccupa l'attention des géographes de tous les temps, comme celle du Nil. Et plus encore, son exploration a coûté de nombreuses victimes. Le Niger coulait entre deux rives largement séparées. Ses eaux roulaient vers le sud avec une certaine violence, mais les voyageurs entraînés purent à peine en saisir les curieux contours. Je veux vous parler de ce fleuve, dit Fergusson, et il est déjà loin de nous, sous les noms de Diouléba, de Mayo, d'Eguireu, de Kora et autres encore. Il parcourt une étendue immense de pays et lutterait presque de longueur avec le Nil. Ces noms signifient tout simplement le fleuve, suivant les contrées qu'il traverse. Est-ce que le docteur Barth a suivi cette route demanda Kennedy. Non, Dick. En quittant le lac Tchad, il traversa les villes principales du Bornou et vint couper le Niger à Say, 4° au-dessous de Gao. Puis il pénétra au sein de ces contrées inexplorées que le Niger renferme dans son coude, et, après 8 mois de nouvelles fatigues, il parvint à Tembouctou, ce que nous ferons en 3 jours à peine, avec un vent aussi rapide. Est-ce qu'on a découvert les sources du Niger demanda Joe. Il y a longtemps, répondit le docteur. La reconnaissance du Niger et de ses affluents attira de nombreuses explorations, et je puis vous indiquer les principales. De 1749 à 1758, Adamson reconnaît le fleuve et visite Gorée. De 1785 à